Bien, nous allons pouvoir commencer cette séance de conseil, j'allais dire de rentrée, quelque part. Et donc, j'allais dire, dans les traditions qui d'habitude font que Laurent rapporte les premières délibérations, aujourd'hui, on passe le tour et c'est directement Jean qui rapporte la délibération numéro 1. Et je vous remercie. Et nous commençons par une délibération qui permet d'acquérir une zone d'activité communale, puisque c'est une des rares qui nous restait. Alors, je ne vous fais pas le détail puisque c'est dans la délibération, mais en gros, c'était un bien qui était estimé à 950 000 euros, mais frais déduits des opérations qui ont déjà été engagées par la commune, il reste 500 000 euros à financer d'une part. Et d'autre part, dans cette délibération, évidemment, on tient compte du fait que la mairie de Arnes avait commencé à avancer sur la cession de bâti sur cette zone et était en négociation sur d'autres fonciers bâtis. Et puisque les négociations étaient entamées, on propose de conventionner pour qu'elle poursuive les négociations au mieux pour cette zone d'activité. Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus? La mairie de Arnes est favorable, bien sûr. Attends, il faut que Jean éteigne son micro. Vas-y. Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Dans la précipitation et dans le changement d'ordre du jour, j'avais même oublié de vous demander s'il y avait des remarques sur le compte-rendu et sur les décisions, mais bon, pas de remarques particulières, donc on considérait comme adopté. La délibération numéro 1 est adoptée et Jean peut poursuivre avec la 2. Alors la délibération numéro 2, il suffit de désaffecter et de déclasser un terrain pour un très beau projet avec l'APEI, puisqu'il s'agit de construire un ESAT. Donc c'est un regroupement, hein, c'est pas de la création et du nouveau, ils reconstruisent pour remplacer ce qu'ils avaient qui était devenu obsolète et ils regroupent des établissements. Et c'est là un très beau projet qui nous sera présenté aux environs, pour que vous situiez, de l'entreprise du Risotti sur du foncier qui était derrière. Merci. Pas de remarques. C'est adopté. Alors, c'est Yves Terla qui rapporte la délibération numéro 3 que vous avez déjà vue, mais il va vous expliquer pourquoi on la représente. Voilà, très bien. Donc au mois de juillet, je crois, dernier conseil, en tout cas avec François Le Maire, vous avez détaillé en long, en large et en travers le projet de PLH 3 pour 2022-2027. Je vous propose pas de refaire l'échange qu'on a eu à ce moment-là, ce qu'on a dit à ce moment-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il faut délibérer pour considérer les documents qui vous sont remis dans leur intégralité. Voilà. Et donc, la délibération était était demandée par les services de la préfecture qui ont considéré que les documents intégraux n'étaient pas joints. Voilà. Voilà. Différence d'interprétation, on sécurise la procédure. Pas de remarques. C'est adopté dans les mêmes conditions que ce qu'on avait adopté, donc au mois de juin dernier. La délibération numéro 4, c'est Alain Roger. Oui, Monsieur le Président. Donc, pour rappel, le nouveau programme national de renouvellement urbain concerne pour la cale 3 quartiers. Le quartier République et Cité 4 à Avion, Ventebise et Le Bas à Liévin et la cité du 12-14 à Lens. Donc, le but de ce nouveau programme est bien évidemment d'aboutir à des quartiers attractifs, durables et désirables. Lorsqu'il y a un projet de renouvellement urbain, il est souvent question du devenir des fonciers libérés suite à des démolitions de logements. D'où la question, pourquoi ne pas utiliser ces emprises de façon pérenne ou transitoire à de l'agriculture urbaine? Et ça tombe bien puisque le 24 janvier 2020, l'ANRU a lancé un appel à projets pour justement favoriser l'émergence de projets d'agriculture urbaine intitulés Quartiers fertiles. Nous avons donc déposé un dossier coécrit avec les Anges Gardins pour un projet de grande envergure sur ces 3 quartiers, alliant une activité de production adaptée à la ville, un outil innovant impliquant les habitants, une montée en compétences sur la transition alimentaire et une dynamique d'emploi inclusif. À notre grande satisfaction, le projet a été retenu et subventionné à hauteur de 1 226 000 euros par l'ANRU et 744 844 par la région. Une mission AEMO a été engagée en mars 2022, laquelle va permettre de préciser les conditions de mise en œuvre du projet. Maintenant, nous devons mener avec les habitants des ateliers de concertation pour les associer étroitement à ce projet. Dans ce cadre, l'association Les Anges Gardins, qui a été depuis le début associée à ce projet, est en charge de la réalisation de ces actions de préfiguration. Ces actions permettront de développer des ateliers avec les habitants
pour échanger sur le sujet, de co-construire le projet et de co-désigner les futurs aménagements. Les ateliers porteront sur l'imaginaire et l'équipement, le design du jardin, la gouvernance et le fonctionnement du jardin, le jardinage agroécologique et seront des espaces d'échange d'idées. Des installations sommaires pourraient également être envisagées. Les Anges Gardins devant mobiliser des compétences spécifiques en matière d'ingénierie paysagère, écologique et agronomique, devant également fournir quelques matériaux et autres ressources nécessaires, par exemple des graines ou des plantes, il est donc proposé au Conseil de leur allouer une subvention de 15 000 € pour réaliser toutes ces actions de préfiguration. Merci beaucoup. Là, surtout la qualité du projet qui a été soulignée, comme Alain Roger vient de l'expliquer, dans l'originalité, mais aussi dans l'intention qui est donnée dans ces quartiers, de donner une autre perspective que uniquement de la rénovation urbaine traditionnelle, classique, telle qu'on peut l'avoir. Donc là, on en arrive dans une concrétisation et on peut que s'en féliciter. Tout à fait. Pas de remarques, Monsieur Clavé? Merci. Évidemment, je salue la volonté de l'agglomération de s'engager pour le renouvellement urbain. Néanmoins, nous voterons contre cette délibération car j'estime que les Anges Gardins et Portemine, c'est le même combat. Et venez en faisant la présentation, de prouver en fait que on allouait une subvention sans vraiment connaître les actions qui allaient être menées par cette association. Et j'estime que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et donc, c'est pour cette raison, donc je le répète, et non parce que nous sommes contre le renouvellement urbain, évidemment nous sommes pour, mais nous sommes contre ce système qui consiste à accorder des subventions à des assos qui se comportent plus comme des chasseuses de subventions que des porteurs de projets ou en tout cas des réalisateurs de projets. Allez, Jean. Non, en réalité, c'est bien plus simple que ça. C'est qu'on a décidé de faire avec les gens. Donc évidemment, quand on commence un projet et qu'on veut le faire avec les gens, on ne peut pas donner la conclusion du projet avant de le commencer. En réalité, ce projet se décompose en deux parties. Il y a une partie au pied des bâtiments qui consiste à faire de l'agriculture de proximité où le but du jeu, c'est quasiment de faire cultiver de la tomate sur les balcons aux gens pour qu'ils puissent s'alimenter de manière équilibrée et de manière peu coûteuse, puisqu'on connaît tous l'augmentation du prix de l'alimentation. Et ce matin, j'étais en permanence, j'ai reçu des gens qui n'avaient pas à manger dans leur assiette encore. Hein, voilà. Et la deuxième partie du projet, elle est très très claire. C'est une partie sur des terres agricoles bien plus importantes, où là c'est un projet de maraîchage, où il y a des emplois de réinsertion qui sont prévus, une cinquantaine. Et c'est un projet qui en gros pourrait se calquer sur ce qui se passe à Vieille Église, qui est un projet de très grande envergure et que je vous invite à aller voir. Comme ça, vous verrez que c'est pas du vent. Et pour faire tout ça, on le construit avec les habitants. Donc nous, on n'a pas pour habitude de donner la conclusion de la construction collective avant qu'elle se fasse. Voilà. Oui, puis j'aimerais rajouter quand même que les anges gardiens n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, que cette opération a été menée parce que la communauté d'agglomération a été lauréate d'un appel à projet mené par la NCT qui s'appelle Quartier Fertile, et que dès le départ, donc il y a plus de 2 ans, nous avons travaillé avec les anges gardiens pour monter une réponse à cet appel à projet. Nous avons été lauréats et il me semble logique qu'aujourd'hui nous continuions à travailler avec les anges gardiens sur ce sujet. Monsieur Clavet. Mais en fait, vous ne répondez pas à ma question. En fait, c'est les 15 000 €, à quoi servent-ils finalement à l'association? Il me semble que lorsqu'on demande une subvention, il y a des objectifs, il y a des moyens qui doivent être explicités. Et là, en fait, on n'en voit même pas le début. Donc, en fait, à quoi vont servir les 15 000 € versés à l'association Les Anges Gardins? Pour vous répondre, déjà, une bonne partie a été exprimée en commission parce que c'est aussi le lieu de pouvoir échanger dans le profondeur sur les sujets. Comme l'a dit Alain Bavet, ça répond à un plan de financement qui a été déposé aussi auprès des services de l'État dans le cadre du fonctionnement global de cette association et de l'opération en particulier. De là où vous dire que ça va payer 5 plants de tomates, 3 heures de permanent et 15 fleurs à planter, on n'en est pas dans ce niveau de détail-là. Mais vous admettrez quand même que sur l'ambition du projet, sur 3 quartiers, sur 3 communes, et pour plusieurs milliers d'habitants, l'engagement qui est demandé, c'est quand même pas démesuré. Et pour aller jusqu'au bout du sujet, comme ça vous aurez un peu plus d'éléments sur l'Anse, si ça met un jour ça vous intéresse, c'est que le projet Lensois est aussi mené avec une structure spécialisée qui intervient dans l'inclusion et notamment dans l'action auprès d'un public handicapé, et que les Anges Gardins sont complémentaires et qu'on verra sur ce quartier-là
à la fois une action sociale d'insertion, mais aussi une action d'insertion d'un public qui, là aussi, mérite bien qu'on puisse se pencher sur son avenir et sur l'activité, notamment en lien direct avec la population du quartier. Donc, je vous invite à suivre l'opération. Vous allez voir, elle va durer quelques années. Si vous êtes encore dans le quartier et dans le secteur, vous pourrez voir l'évolution. Allez, on met au vote la délibération numéro 4. Vote pour. Merci. Abstention. Il n'y en a pas. Et donc, 2 votes contre. C'est enregistré, est adopté. La 5, toujours Alain Roger. Oui, on peut cumuler la 5, la 6 et la 7 parce que c'est la même délibération finale. Hein. Donc, pour rappel, la CAL est signataire de l'ERBM. Donc, 29 cités font partie de cette liste, dont la cité Bellevue de Hermes. L'engagement de la CAL se traduit par un accompagnement de 3 millions d'euros hors taxe sur 10 ans pour tout ce qui est rénovation des cités minières à la fois sur le volet logement et le volet urbain. Sur le volet urbain qui nous concerne ici, la CAL cofinance à 50% les études urbaines dans la limite de 50 000 euros hors taxe, mais finance également les villes dans la mise en œuvre de leurs projets pour un montant correspondant à la moitié du reste à charge des villes ou 15% du programme sur le volet urbain. Pour la ville de Hermes, le coût prévisionnel des travaux issus de leur étude urbaine correspond à 5 575 000 euros. Au titre de sa compétence au assainissement, la CAL avait chiffré un montant de travaux à hauteur de 4 200 000 euros hors taxe. Compte tenu de ses ambitions visant à améliorer le cadre de vie de ses habitants, la ville de Hermes souhaite être accompagnée par la CAL en dehors de ses compétences eau et assainissement afin de mettre en œuvre son projet de requalification de ses espaces publics, voiries et réseaux divers. Cet accompagnement se fera dans le cadre du service commun Transition durable et aide aux communes, auquel la ville de Hermes a adhéré le 24 mars 2022. L'accompagnement de la CAL prendra la forme d'un mandat de maîtrise d'ouvrage qui souhaite lui confier la ville de Hermes. Afin de réaliser l'ensemble des opérations de la cité Bellevue de Hermes, il est proposé de conclure un accord cadre de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre urbaine et opérationnelle relative à des prestations en matière d'ingénierie en voirie, assainissement, réseaux divers, éclairage public, eau potable, etc. etc. La CAL lancera l'accord cadre sous la forme d'une procédure formalisée. La consultation aboutira à un accord cadre mono-attributaire avec un montant minimum de 100 000 euros hors taxe et un maxi à 1 200 000 euros hors taxe. La durée de cet accord cadre sera passée pour une durée estimative à peu près de 8 ans. Donc le but de la délibération, c'est d'autoriser le président à signer la convention de mandat relative à la réalisation du projet, autoriser le président également à signer le marché de maîtrise d'œuvre et les marchés subséquents, et également autoriser le président à demander les subventions au titre du fonds conjoint État-région pour la rénovation des cités minières et auprès des autres financeurs mobilisables. Pour ce qui concerne la délibération suivante, il en est de même, mais là ça concerne la cité 4 de Lens, avec un accord cadre mono-attributaire avec un montant mini de 100 000 euros et un maxi de 1 500 000 euros. Et la délibération 7 pour la cité 10 de Saint-Angoël, avec là également un accord cadre mono-attributaire avec un montant mini de 100 000 et un maxi à 1 500 000 euros. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques sur ces différentes délibérations, des questions? Pas de demande de vote. Elles sont donc adoptées, la 5, 6 et 7. La 8, Bernard Bonne. Merci, c'est pas nouveau. Hein. On continue d'avancer sur une convention qui met autour de la table Eden, qui a la mission au nom du Conseil départemental 62, la CAL et la Fédération des chasses sur 3 sites, le Bois de Bruyère, Ange-Givenchy-Souchet, le Terri d'Estevel, et le Val du Flot, Vingles. Et ça a été fait en partenariat avec les acteurs concernés. Et comme disait mon voisin et collègue, on l'a écrit en discutant d'abord avec les gens et on aboutit à un projet. Merci. Pas de remarques. La 8 adoptée. La 9, Alain L'Herbier. Oui, Président, je vais grouper les délibérations 9, 10, 11, 12 et 13. Il s'agit de signature de contrat ou de convention suite à l'adoption en février 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, a notamment pour objectif d'avancer vers la réduction des déchets. Elle prévoit aussi la mise en place d'une nouvelle filière REP, c'est-à-dire la responsabilité élargie des producteurs. Pour la délibération 9, il s'agit d'une convention avec Cyclévia
pour la filière huile minérale et synthétique. Pour la délibération 10, c'est une convention avec écologie pour la collecte des articles de bricolage et de jardin de catégorie 2. Pour votre information, cette filière comporte 4 catégories. La catégorie 1, c'est l'outillage de peinture. La catégorie 2, ce sont les machines motorisées thermiques. La catégorie 3, le matériel de bricolage, dont l'outillage à main. Et la catégorie 4, il s'agit du matériel destiné à l'aménagement du jardin. Concernant la délibération 11, il s'agit d'un contrat avec Écomobilier pour les articles de bricolage de jardin de catégorie 3 et 4. Pour la délibération 12, un contrat avec Écomobilier pour la nouvelle filière REP des jouets. La délibération 13 est une convention avec Écologique pour la reprise des articles de sport et de loisirs. Ces signatures de contrats et de conventions, bien sûr, bénéficient de soutien opérationnel et de soutien financier. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Thématique résumée en très peu de temps, mais qui occupe une bonne partie de nos compétences. Pas de remarques? C'est adopté sur l'ensemble des délibérations. Merci. La 14, donc on passe à Pierre Sénéchal. Monsieur le Président, il s'agit donc des rapports annuels du délégataire concernant donc l'assainissement, la 15, le rapport du délégataire concernant la distribution d'eau potable et le rapport pour la 16, rapport concernant la production d'eau potable. Je vous rappelle que nous ne votons pas le contenu du rapport, mais nous votons bien le porter à connaissance. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Donc on prend acte que l'Assemblée a bien eu à sa connaissance l'ensemble des 3 délibérations et 3 rapports, 14, 15 et 16. Et la 17, toujours Pierre. Alors il s'agit maintenant des rapports sur le prix et la qualité du service public d'assainissement et la suivante, le rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Alors, je précise quand même que ces rapports ont été présentés en commission de développement durable et ont été présentés en CSPL aussi. Là aussi, nous votons bien entendu le porter à connaissance. Pas de remarques? C'est adopté. Christian? Si, juste une remarque, parce que ces rapports sont longs et souvent fastidieux à lire. Simplement sur le bilan financier de Veolia et sur les profits annoncés comme dégagés par Veolia, ce serait intéressant, puisqu'on parle souvent des problèmes d'investissement de la CAL sur l'assainissement, sur la distribution de l'eau, sur sa production. Évidemment que de connaître comment Veolia chiffre ses profits serait quand même intéressant pour l'ensemble de l'Assemblée, me semble-t-il. Je partage ton avis, mais je crois qu'il faut distinguer l'assainissement de l'eau potable. On est très au clair sur l'assainissement puisqu'on a un nouveau contrat qu'on a beaucoup travaillé et qui aujourd'hui est très clair sur les profits des uns et des autres et qui, comparativement à ce qu'on avait autrefois, fait qu'en sorte nous participons, nous aussi, la CAL, maintenant, au profit sur l'assainissement. Charge à nous maintenant, dans le prochain contrat, si prochain contrat il y a, de bien négocier aussi, effectivement, ce que tu viens d'énoncer pour l'eau potable. Monsieur Clavé? Oui, merci, Monsieur le Président. Demain, j'interrogerai justement le président de région à ce sujet-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un rapport a été publié mercredi concernant justement l'eau potable. Et il se trouve que la région des Hauts-de-France est une des régions les plus touchées par une eau dite du robinet non conforme. Ainsi, c'est vrai que si on regarde les bénéfices qui sont faits par Veolia, quant aux résultats, en matière de santé publique, avez-vous en tout cas la volonté ou avez-vous en tout cas des pistes pour lutter, on va dire, contre ce fléau qui en est un parmi tant d'autres dans notre région, département et sur notre territoire? Pierre? Si. Oui, votre question, évidemment, j'ai presque envie de dire que la réponse était dedans. Bien entendu que nous avons envie mais nous n'avons pas attendu que vous nous posiez la question, on le fait déjà depuis longtemps. Je vous signale qu'en juin, j'ai attiré votre attention ici, dans cette même salle, sur une notion dont vous avez tous entendu parler maintenant, si vous avez regardé les reportages de Madame Lucet, qui sont les métabolites. Et nous y travaillons, je vous ai annoncé que nous y travaillons, nous allons proposer des solutions avec Veolia, justement, puisque c'est Veolia qui distribue pour l'instant l'eau potable. Donc, effectivement, M. Clavé, il y a effectivement des problèmes, mais nous avons des solutions et nous en avons déjà mis pas mal en place.
Je vous rassure, chaque maire ici de chaque commune reçoit régulièrement l'analyse de son eau qui est distribuée au robinet de ses habitants et l'eau est conforme pour l'instant. C'est bien, vous avez rodé votre question, mais si c'est par rapport à l'article de presse, ça concernait la Picardie, donc ça s'adapte plus à la région qu'à ici. Mais ici, je peux vous garantir, et c'était le cas depuis des années, à la fois sur la qualité de la ressource, sur le traitement, sur les dénitrifications qu'on a déjà eues, parce qu'on est déjà passé par plusieurs étapes dans l'agglo. Les services sont mobilisés depuis X années, et là, le vice-président, Pierre Sénéchal en l'occurrence, et avant lui, Jean-Pierre Blancard, s'assuraient vraiment de cette qualité pour qu'on puisse aussi desservir l'ensemble des 250 000 habitants de l'agglomération. Pierre ? Et j'ai lu aussi, comme vous, qu'on allait se faire fourguer un système d'osmose pour les métabolites. Je vous rassure, ça ne marche pas. Et on n'est pas du tout, on est en train d'étudier d'autres systèmes. Je voudrais aussi insister sur le fait que grâce à l'excellent travail qui a été fait par mon prédécesseur et puis l'équipe eau de la CAL, vous n'avez pas souffert de manque d'eau cet été. Et ça, je pense qu'il y a 2 investissements qui ont été faits. C'est le château d'eau de Lens et le château d'eau de Bully, qui ont préservé les intérêts de tous. Et pour l'instant, lorsque vous tournez votre robinet, contrairement à beaucoup d'endroits, il y a toujours de l'eau qui coule. Ce qui semble naturel, mais en tout cas, c'est bien de le rappeler. Tout à fait. Donc, on prend acte que les rapports, et donc le porte à connaissance a été réalisé pour les rapports 17 et 18. Et on aura à se poser la question sur les futures délégations avec Bruno et Pierre dans le cadre des différentes discussions. On enchaîne la 19. C'est Ludovic qui prend la parole. Oui, merci Président. Donc, vous savez que l'agglo apporte un fort intérêt à l'innovation sociale et au développement économique. Et avec ces délibérations, on propose de passer un cap supplémentaire au niveau de l'ESS. Alors, une loi de 2001 permet aux entreprises, que ce soit de biens et de services, d'accéder à un statut de société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est-à-dire, ce sont des entreprises qui ont un mode de gouvernance qui est un peu différent. On met le salarié au centre et on l'interroge sur les décisions à prendre pour le développement de l'entreprise. Depuis 2014, les collectivités ont la possibilité d'entrer au capital des SIC, à condition que ce ne soit pas au-delà de 50% du capital. Et sur le principe, un homme, une voix, ou une collectivité, une voix. Le département a déjà travaillé dans ce sens-là. Ils ont passé une délibération aussi qui leur permet de rentrer au capital des SIC et sont déjà intervenus sur une structure ESS du territoire qui s'appelle le toit commun. Alors, cette délibération a pour objet de permettre à la CAL de rentrer au capital des SIC. Alors, ça ne se fera pas dans n'importe quelle condition. Ce sera fait sous l'étude de Pas-de-Calais Actif, qui regardera le projet et la solidité financière de la structure. Et on propose également de limiter l'entrée au capital à 20 000 euros, puisqu'il faut bien une limite. Et donc, aujourd'hui, on s'est mis la limite de 20 000 euros. On a voté une enveloppe globale de 100 000 euros sur l'intervention justement sur ce type d'activité. Donc, ça répond aussi aux critères qu'on se donne. Et par rapport à ce que Ludovic a évoqué, Pas-de-Calais Actif, donc ça a fait l'objet d'une délibération en bureau justement pour pouvoir adhérer à cette structure, comme ça l'information est complète. C'est la même structure qui étudie les dossiers pour le compte du département. Donc on ne démultiplie pas les intervenants, mais on regarde là aussi où les spécialistes peuvent nous accompagner dans de bonnes conditions. Voilà, y a-t-il des remarques sur le 19 ? Non ? C'est adopté. Merci beaucoup. On peut engager là-dessus. La 20, c'est Christelle. Merci Président. Donc première délibération qui consiste à approuver l'appel à projet 2023 au soutien aux manifestations artistiques et culturelles d'intérêt intercommunal. En 2021, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin a lancé un appel à projet permettant de soutenir aux côtés des communes les associations qui contribuent au rayonnement de notre territoire et qui, par leurs actions, favorisent l'accès de tous à une offre culturelle qualifiée. Cette première opération fut très concluante. Aussi, il est proposé de reconduire ce dispositif pour l'année à venir, selon le cahier des charges qui vous est repris en annexe. Et le montant alloué pour cette opération s'élève à 100 000 euros. Merci beaucoup. Pas de remarques. C'est adopté. Toujours Christelle, la 21. Alors, il s'agit de la reconduction de la participation du territoire au Vidéo Mapping Festival. Donc, cette délibération porte sur la reconduction du partenariat avec l'association Les Rencontres Audiovisuelles afin de renouveler donc notre participation au Vidéo Mapping Festival en 2023. À l'occasion du 10e anniversaire de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial, la communauté d'agglomération a initié un partenariat avec cette association, Les Rencontres Audiovisuelles, afin d'accueillir la 5e édition du Vidéo Mapping Festival. Des
propositions culturelles et artistiques en amont de la projection. 2 monuments illuminés durant 2 soirées consécutives ont attiré près de 3000 personnes dans le centre-ville de Lens. Le succès de l'opération invite à envisager la reconduction en 2023, puis de manière récurrente de la collaboration avec les rencontres audiovisuelles dans un cadre renouvelé afin d'étendre ce vidéo mapping festival à d'autres communes de l'agglomération. Les modalités de reconduction imaginées posent les bases d'un partenariat qui pourra devenir durable et récurrent, garantissant l'équilibre territorial et la rotation des communes hôtes. Conformément aux éléments repris dans la délibération, il est proposé donc d'accompagner cet accueil du vidéo mapping festival sur 2 communes du territoire par an, tant sur le plan financier qu'en matière d'ingénierie culturelle et événementielle. L'attribution d'un soutien financier à l'association des rencontres audiovisuelles à hauteur de 50 000 € doit permettre d'accueillir ce vidéo mapping festival sur 2 communes du territoire qui se seront portées candidates pour une soirée de projection. Il est convenu que la CAL, en lien avec l'association, veillera à l'équilibre entre les créations dans les 2 communes. Par ailleurs, il est entendu que tout supplément budgétaire relatif à l'accueil d'une création de plus grande envergure sera à la charge de la commune hôte. Les communes hôtes bénéficieront également de l'accompagnement de la CAL pour la forme du mapping et les choix scénographiques, ainsi que pour élaborer une offre culturelle et artistique autour de cette soirée. Afin de garantir l'équilibre territorial, il est ainsi envisagé d'adresser aux 36 communes un appel à candidature dans lequel chaque commune sera donc amenée à proposer un ou plusieurs supports de mapping, à argumenter et contextualiser sa volonté d'accueillir une création mapping. Chaque commune pourra également, dès l'étape de la candidature, présenter des propositions d'offres culturelles et artistiques renforçant la manifestation. Les candidatures seront instruites par la CAL en étroite collaboration avec les rencontres audiovisuelles pour les questions techniques. Afin de pouvoir monter l'événement, l'association attend des territoires souhaitant participer en année N+1 un positionnement dès septembre de l'année N pour un festival qui se déroule chaque année d'avril à octobre. Le calendrier envisagé en 2023 est donc début octobre, la saisine des communes et le lancement d'appels à projets, puis l'étude et l'instruction des candidatures, la sélection du binôme hôte, la sélection des dates aux projections, la coordination technique et logistique, pour enfin la participation au Vidéo Mapping Festival 6e édition. La pérennisation du dispositif permettrait de desserrer le calendrier pour les éditions suivantes en lançant l'appel à projets dès l'été précédent. Merci beaucoup, beau succès de l'année dernière. Monsieur Clavé. Madame Bussette, si vous permettez, une question vraiment en toute objectivité, et je pense que les habitants du territoire vont se la poser. Mais avant toute chose, je tiens quand même à dire que nous sommes évidemment pour ce vidéo mapping, car il est important de préserver ces quelques moments de rassemblement, même si le rassemblement est tout à fait relatif, on va dire, quand même à Lens, mais en question de sobriété énergétique. Vous le savez, vous êtes de nombreux maires parmi nous. Je pense que vous allez prendre des mesures respectivement dans vos villes. Est-ce que, comment en tout cas vous allez appréhender cela? C'est une question qui risque d'arriver à ce moment donné. Quelle réponse allez-vous apporter ou comment envisagez-vous cela en fait clairement? Bien, nous en discuterons plus précisément avec l'association qui nous amène à cette délibération, mais ne vous inquiétez pas, toutes les mesures seront prises pour répondre à la demande actuelle. Il y a toujours possibilité d'annuler, parce qu'on va voir, aujourd'hui on fait des projections. On parle surtout là d'électricité. Si les centrales nucléaires sont remises en place, la production ne sera pas la même. Donc la vérité d'aujourd'hui, malheureusement, dans le contexte actuel, n'est pas celle de demain. Donc là, en tout cas, on prépare pour pouvoir avoir ces festivités. Et puis on avisera en fonction déjà des villes candidates et des différents éléments qui seront portés au moment de cet événement en 2023. Il y a une demande de vote? Non? Donc la 21 est adoptée. La 22, Christelle. Donc la 22 est un film documentaire, La face cachée du Blitzkrieg, massacre oublié, mémoire retrouvée. Donc l'association Équipe Monac.1 produit un film documentaire intitulé La face cachée du Blitzkrieg, massacre oublié, mémoire retrouvée. Donc le coût total de ce projet étant de 28 835 €. L'association sollicite donc l'accompagnement des partenaires institutionnels dont nous faisons partie et notamment des territoires touchés par ces massacres pour mener à bien cette réalisation. Donc il est proposé dans cette délibération d'accorder un soutien financier de 4 500 € pour la réalisation de ce documentaire sur les massacres oubliés de civils innocents
innocents qui ont marqué notre région au début et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Y a-t-il des remarques? Monsieur Champiré, Christian? Oui, c'est pas à ce sujet-là, c'est juste que dernièrement, il y a eu la projection à Arras du film sur les résistances des Polonais, où la CAL a financé aussi, et c'est sur le faire savoir que je pense qu'il y a un petit défaut quand même, parce que c'est les communes qui peuvent diffuser ce type de documentaire, et si la CAL, qui est financeur, ne fait pas l'effort d'inciter les maires et les collectivités à projeter ce documentaire, le financement c'est bien, mais la diffusion c'est beaucoup mieux. Et donc je pense qu'il y a aussi à réfléchir pour ce film-là qui nous est proposé comme pour le précédent, à voir comment on fait pour diffuser au mieux ces films, parce qu'ils correspondent à notre territoire, et c'est un très très beau documentaire, hein, celui sur les Polonais, et je ne doute pas, connaissant l'équipe de Monac, que celui-là sera aussi très intéressant, mais il faut aussi songer à sa diffusion. Tout à fait. On proposera, je proposerai à Christelle peut-être là aussi de la même démarche que ce qu'on a fait avec les centres culturels. Enfin voilà, on a voté la fin des crédits tout à l'heure. Voilà, il faut s'amorcer là-dessus et peut-être prendre ce réflexe-là. Ouais. Pas de demande de vote? Non. Ah oui, il y a une projection, oui, à Souchet au mémorial. Ouais. C'est adopté sur la 22. Merci. La 23, toujours Christelle? Donc, il s'agit d'une participation financière à l'opération La Cité d'Orient fait son cinéma, qui est un court-métrage participatif Cité d'Orient à Arnes. Donc, l'agglomération qui est engagée pour l'équilibre social de l'habitat et la qualité du cadre de vie, au travers notamment des missions de rénovation des cités minières et de la médiation du patrimoine et des transformations par l'art et de la culture. L'action culturelle, donc La Cité d'Orient fait son cinéma, qui interroge les transformations possibles de la Cité d'Orient de Arnes par la réalisation d'un court-métrage participatif avec les habitants autour des thématiques de la mémoire, de l'énergie et des travaux, répondant par la problématique que la méthodologie mise en œuvre à l'engagement de notre agglomération et correspond à ses missions. Cette action s'inscrit dans la démarche plus large de permanence architecturale menée par l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille à Arnes et particulièrement à la Cité d'Orient depuis janvier 2022 dans le cadre de l'AMI engagée pour le logement de demain dont la chaire post-minier est lauréate. L'objet final de la délibération vise donc à accompagner financièrement la mise en œuvre de cette opération. La Cité d'Orient fait son cinéma à hauteur de 2 275 €. Pas de remarques? C'est adopté. Merci Christelle pour ces délibérations. La 24, donc c'est Alain Bavet qui la rapporte. Oui, Monsieur le Président, écoutez, il s'agit de modifier une délibération qui avait été adoptée par notre Assemblée, puisque aujourd'hui et demain se déroule sur notre territoire un formidable événement qui s'appelle Numérique en commun et qui amène un grand nombre d'opérateurs du numérique à se retrouver sur le territoire de la communauté d'agglomération dans les salons du stade Bollaert de Lolist. Hier, l'opération avait déjà commencé avec en hors d'œuvre la journée nationale des conseillers numériques France Service. Et donc, il s'agissait tout simplement d'une erreur de dénomination dans la délibération. Et pour, au lieu de la... Je ne retrouve pas de le petit papier, le nom exact, Sylvain. Voilà. Donc, nous avions adopté une délibération qui était destinée à l'association Culture Composée. Et en fait, il fallait la dénommer Futur Composé. Donc, comme je le disais l'autre jour, tout le temps que ce n'est pas passé composé, ça ira. Merci beaucoup. Et une belle opération d'ailleurs. Il y avait déjà plus de 1000 inscrits fin de semaine dernière et je pense que ça a encore augmenté largement parce qu'aujourd'hui on était déjà 1300 et donc 1500 inscrits. Voilà, donc ça montre aussi quelque part l'intérêt de notre territoire et les échanges qu'on peut avoir, identifie aussi notre secteur comme porteur. Donc ce qu'on a engagé dans l'accompagnement numérique, les premières approches, mais en même temps le développement avec l'innovation, il y a un vrai sujet et on est identifié à ce niveau-là, donc il faut le souligner. Et il faut le souligner aussi le travail des équipes de l'AGLO parce que ce n'était pas gagné d'avance. Et tout le monde s'est mobilisé pour que ça soit Lens qui soit retenu. On était en concurrence avec Lille. C'est peut-être de bon augure avant le derby, mais en tout cas, on a déjà gagné cette opération-là. Voilà, donc la 24 est adoptée et on passe à la 25, Christian. Oui, merci Monsieur le Président. Et ce, avec votre autorisation, je vous propose de regrouper les délibérations allant de 25 à 29. Alors, ce sont des rapports d'activité. Ces délibérations visent donc à prendre acte des rapports d'activité 2021
de l'Office de tourisme, le syndicat mixte de l'Arena Stade Couvert à Liévin, Artois Mobilité, la SEM Territoire 62 ou encore le CISIAF. Merci beaucoup. On devait avoir également, pour rien vous cacher, une présentation. Philippe Duquesnoy avait sollicité la directrice de l'Office de tourisme et qui a un contretemps malheureux de dernière minute. Donc on aura l'occasion de pouvoir l'écouter en dehors de cette présentation qui, comme vous l'avez bien compris, comme l'évoquait tout à l'heure Pierre Sénéchal sur les projets eau et assainissement, étaient des points d'information sur les rapports d'activité, donc qui n'appellent pas de vote. Philippe, puis après Pierre. Non, effectivement, je voulais excuser notre directrice de l'Office de tourisme, Sophie Willem. Nous aurions pu le présenter néanmoins tout à l'heure lors du bureau. Je n'ai pas souhaité le présenter parce qu'en réalité, il faut qu'ils soient reconnus leur travail. Je préférais que ce soit elle-même qui représente bien entendu tous ces membres de l'Office de tourisme. Un tel travail pour valoriser notre territoire, ça mérite que ça vous être présenté et que vos remarques, elles puissent les entendre directement, sachant que ces remarques sont souvent des félicitations. En tout cas, j'espère que le problème qu'il a retenu aujourd'hui, enfin cet après-midi, j'ai été averti cet après-midi, eh bien que son problème va se solutionner de belle façon, et je souhaite bien vous en souhaiter. Enfin, je lui dis toute mon amitié et surtout que son problème se résolve correctement. Voilà. Merci Philippe. Pierre. Président, dans l'énumération, il me semble qu'il y a le syndicat mixte des transports, hein, c'est ça? Bien. Alors donc, notre groupe a souhaité faire une petite intervention. Et, Monsieur le Président, ce rapport confirme, même s'il est présenté ici sous forme de plaquette d'infos sur sa plus simple expression, ce rapport confirme qu'après les travaux sur les lignes BHNS et cette difficile période, excusez-moi, mais c'est inconvenant, n'est-ce pas? Voilà, bon, bah, je lui ai coupé le sifflet, voilà. Bien, ça arrive, c'est indépendant de ma volonté. Bon, alors, et cette difficile... Bon, je recommence un peu rapidement, mais ce rapport confirme, de par sa présentation sous une forme de plaquette un peu, je dirais, rapide, que les travaux sur les lignes de BHNS et les problèmes de mise en place du BHNS, cette difficile période de confinement sanitaire, de restrictions pour éviter les retours d'épidémie, ne nous retrouvons pas encore globalement, j'ai bien indiqué globalement, ce que fut le niveau de validation des années antérieures et à ces contraintes. Les lignes bulles retrouvent des niveaux de progression intéressants, mais quid des lignes complémentaires et secondaires, même si elles font à juste titre l'objet d'adaptations. Nous espérons toujours 7 millions de recettes tarifaires des usagers dans le cadre de la DSP, soit 5,8% des recettes totales. Mais nous validons pour 2021 4,8 millions, soit à peine 4% des recettes. Pour rappel aussi, le forfait de charge versé à Transdev est passé de 62 millions à 72 millions en 6 années. Le versement mobilité a retrouvé une nouvelle évolution positive à 65 millions d'euros. Et enfin, nous sommes passés de 5,5 millions à 18 millions d'engagements de contribution des agglomérations, dont 6,5 pour la communauté d'agglo Lens-Liévin. Des efforts financiers importants et à juste raison ont été réalisés par nos agglos. Et je dirais y compris qu'il ne faut pas négliger non plus l'engagement de l'équipe d'Artois Mobilité pour assurer toutes ces transformations et des personnels impliqués dans leur travail quotidien. D'ailleurs, vous l'avez indiqué vous-même, hein, c'est un enjeu d'attractivité pour demain, pour notre territoire, dans votre récente conférence de presse, Monsieur le Président, que j'ai écouté attentivement. Au-delà des transformations importantes opérées pour moderniser le réseau Tadao et leur poids dans la gestion de ce réseau, nous reste toujours poser les questions essentielles de l'apport et de l'efficience de celui-ci pour faire face aux enjeux du dérèglement climatique, des pollutions auxquelles nous faisons face ici, et maintenant aux exigences, en plus maintenant, de la transition énergétique qui touche nos populations les plus modestes, nos communes, et plus encore dans ce bassin où nous tenons à faire face pour obtenir une qualité de vie indispensable pour l'équilibre de tous. Donc, au regard de ce que sont nos engagements vis-à-vis des questions de déplacement, de transport du quotidien et du contexte social et économique, nous avons le droit d'être exigeants pour que la future DSP, en cours de construction, intègre
des réponses fortes face à ce qui crée nos difficultés dans ces domaines et nous apporte des réponses d'accessibilité tarifaire pour inciter les salariés, en particulier ceux qui font les plus de 70% des déplacements. Salariés qui souvent n'ont pas d'autres moyens que l'automobile et viennent chaque jour saturer non seulement la 21 et les axes principaux au cœur de nos urbanités. Pour notre groupe, au vu du faible apport des recettes apportées par les usagers, la question de la gratuité reste posée. D'autant que va s'ajouter au problème de pouvoir d'achat la loi qui va nous contraindre d'une mise en place d'une zone de faible émission dite ZFE. Je reprends d'ailleurs vos propos, puisque vous avez indiqué cette question, sur nos agglos, et les agglos de plus de 150 000 habitants, et devra donc concerner plus de 50% de la population de notre agglo. Vous comprendrez aisément que nos familles font partie de celles qui utilisent des véhicules souvent maintenus en bon état par eux-mêmes et qui ont plusieurs années. Nous savons que nous pouvons y entrer progressivement, d'abord avec les camionnettes, les petits camions, mais nous serons contraints au fur et à mesure des années à intégrer les étiquettes 5 et 4, voire même 3, je ne sais pas si on ira jusque-là, mais qui posent quand même problème puisque nombre de véhicules de notre bassin sont de ce genre. Nous le comprenons que les réponses aux excès des déplacements automobiles du quotidien ne sont pas celles de la contrainte ou de la répression à tout va, mais bien celles qui permettent de construire une véritable alternative et qui n'impactera pas le pouvoir d'achat des familles. Sans vouloir penser qu'il suffira de mettre plus de bus, il faut mesurer que les déplacements domicile-travail sont au cœur des problèmes que nous vivons. Or, il nous semble incontournable que nous ayons une véritable géographie, une connaissance de ces déplacements, leur diversité, leur multiplicité, pour que des réponses soient apportées par une diversité de propositions qui existent en partie déjà, mais d'autres plus en phase avec les besoins d'aujourd'hui. Les entreprises, les services, d'autant qu'ils sont les principaux fournisseurs à nos côtés des recettes de fonctionnement, les représentants du personnel doivent être sollicités pour que nous ayons une véritable ambition dans ce domaine. Pour conclure, il nous apparaît essentiel que le pôle métropolitain porte le débat sur les 3 agglos et ne mette pas de côté ce qui doit être fait par ailleurs sur les questions du fret ferroviaire, qui peut aussi contribuer à ces améliorations d'avenir d'un cadre de vie que nous voulons tous améliorer. Au-delà de l'engagement du syndicat mixte, cette question des transports quotidiens est éminemment politique, dès lors qu'il faut, à notre sens, porter de nouvelles évolutions. Merci de votre attention. Merci Pierre, ça synthétise bien les enjeux et l'engagement à la fois d'Artois Mobilité, du pôle métropolitain et de ce qui va nous attendre aussi dans nos agglos, parce qu'il y a des décisions qui vont au niveau national s'imposer à nous dans les années à venir. Donc c'est vraiment le sujet de la mobilité dans son ensemble. On a vu aussi, vous l'avez vu dans la presse peut-être, les évolutions qu'a pris l'État sur la question de la 1, et demain on peut se poser la question de la 21. Donc voilà, les enjeux sont bien là. Maintenant, les réponses sont jalonnées et là aussi progressives. On prend acte. Vas-y Alain, tu veux compléter? Oui, mais très rapidement, puisque le pôle métropolitain a été cité, donc je dois rassurer mon camarade Pierre Chéret que les problématiques de mobilité font partie complète des réflexions qui sont portées par le pôle métropolitain. Et bien sûr que le problème du transport en commun avec les autobus est important, mais effectivement, j'ai une totale confiance au SMTAG Artois Mobilité, et en son président qui est assis à cette table pour essayer effectivement d'améliorer encore le service dû et donné à notre population. Mais c'est vrai que la mobilité est un problème bien plus large que le simple transport en commun et que nous avons effectivement intégré une réflexion à l'échelle des 2 pôles métropolitains, puisque nous avons installé une commission commune avec le pôle métropolitain de l'Artois-Douaisis, et notamment pour les problématiques liées au SEM, le fameux service express métropolitain, qui devrait nous amener à terme et nous donner la possibilité d'avoir un transport en commun cadencé entre le bassin minier et la métropole lilloise, que nous portons également une réflexion avec les communautés d'agglomération plus au nord, autour de la Lys, autour de la Capso et autour du Pays de l'Indre,
pour une meilleure communication avec cette partie-là du département, avec la métropole lilloise également, et qu'aujourd'hui, nous avons demandé à Lola de nous aider dans une réflexion sur le fluvial, le transport fluvial, à l'heure où le canal Seine-Nord va bientôt s'ouvrir, à l'heure où nos axes de circulation sont aujourd'hui déjà bien saturés, que demain ils risquent de l'être complètement, avec notamment des apports de camions supplémentaires dont nous évoquerons tout à l'heure l'inutilité, mais également avec un développement économique que nous voulons continuer à promouvoir. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité effectivement d'utiliser ces voies d'eau qui nous relieraient à toute l'Europe, mais aussi au monde entier avec le port de Dunkerque, nous serions effectivement en grande difficulté pour faire des propositions de vie tenables pour nos habitants. Donc effectivement, les mobilités sont une problématique, la mobilité est une problématique bien large qui génère effectivement des implications en matière de développement économique, en matière de qualité de vie. Et donc, effectivement, le pôle métropolitain porte toutes ces réflexions et les porte à un niveau encore plus large que celui qui est le nôtre, parce que dans ces problématiques-là, la réflexion doit être la plus large possible. Laurent ? Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout a été dit et on n'a pas besoin de rassurer notre collègue Chéré sur l'implication des équipes d'Artois Mobilité et du SMT, puisqu'effectivement, il en est un des acteurs majeurs, n'est-ce pas, mon cher collègue, et il participe largement à la vie de cette institution. Et je m'en félicite d'ailleurs, parce que vous avez pu constater effectivement que sa connaissance dans ce domaine est particulièrement grande. En particulier, tu le sais bien, par exemple, sur les déplacements, une meilleure connaissance des déplacements sur ce territoire. Il y a une vaste enquête qui est actuellement engagée effectivement par le SMT. Voilà, Monsieur le Président. Et puis il y a des enjeux qui nous dépassent aussi largement, mais dans lesquels nous prenons notre place, SMT, mais également Artois Mobilité. On a toujours du mal. Artois Mobilité, ex-SMT, mais aussi avec le PMA. Et je voudrais revenir, il y a bien évidemment les enjeux en particulier de la relation avec la métropole lilloise, je le dis, et j'attends avec impatience. Elle tarde cette réponse, puisque je rappelle que le président Xavier Bertrand, nous lui avons sollicité un rendez-vous, les présidents des 2 PMA, ainsi que les présidents des 3 intercos, et qu'à ce jour, nous n'avons pas encore de réponse. J'espère qu'elle ne serait tardée, cette réponse, car c'est un des enjeux majeurs aussi, qui va au-delà de notre territoire, mais qui est là aussi fondamental. Voilà. Et donc j'espère que nous aurons de sa part très prochainement une réponse. Merci beaucoup. Pierre, dernier mot, puis après on clôt ces Pas de débats. souci, ça ne va pas se prolonger pendant. Non, mais je crois que d'abord, il y a au travers de cette intervention et des réponses qui viennent, des discussions qu'on vient d'avoir, je pense qu'il y a un élément important qu'on doit avoir en tête, c'est que si on veut avancer dans ce domaine, il y a des réponses politiques qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour avancer dans ce domaine, des moyens plus conséquents au niveau du gouvernement en particulier, des gens en place au niveau du gouvernement, pour avancer dans ce domaine. Donc dégager des capacités de financement bien plus conséquentes pour accélérer, parce qu'on est quasiment dans l'urgence. On est l'urgence avec les problèmes d'énergie, on est dans l'urgence avec le problème des gaz à effet de serre, on est dans l'urgence dans beaucoup de choses, et on a l'impression qu'on ne nous donne pas les moyens d'accélérer. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, on est dans un bassin particulier. On sait très bien les difficultés de notre population. Donc on va ajouter des difficultés plutôt que de les aider à sortir la tête de l'eau alors qu'on y travaille en permanence. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens ne subissent pas toutes ces questions. Sauf qu'on a des limites aussi. On va en parler tout à l'heure peut-être avec la motion, mais les moyens que sont celles de nos institutions, de nos collectivités, eh bien, sont mises à mal et on doit exiger des moyens, je dirais, plus conséquents pour ce qui nous concerne. Et c'est pour ça que je parle du pôle métropolitain. Parce que dans ce pôle, toutes les sensibilités y sont, mais toutes les sensibilités savent les problématiques de leur territoire. Et je crois qu'il faut qu'ils se fassent entendre aussi. Voilà. Bien, Monsieur Clavé, après Christian. Alors, juste avant d'intervenir, est-ce que vous pouvez me confirmer que nous groupons bien la 25 concernant l'Office du tourisme?
Oui. Alors justement, je me permets de poser quelques questions concernant l'Office du tourisme, car j'ai évidemment regardé ce rapport d'activité en allant à la page budget qui est, comment dire, peu révélatrice en réalité de ce qu'est vraiment l'Office du tourisme. Il faut savoir que l'Office du tourisme, notamment pour cette année, va toucher 500 000 euros de subventions. Donc je voudrais connaître le détail des répartitions des subventions, notamment pour la Sainte-Barbe, sachant qu'il y a 100 000 euros pour la com, 400 000 euros pour les appels à projets, sachant qu'une association ne peut avoir que 4 000 euros de subventions. Cela voudrait dire qu'il faudrait trouver 100 associations qui déposent des projets. Et comme par hasard, évidemment, toutes les structures satellites de Portemine sont financées par l'Office du tourisme. Voilà. Donc, alors je pose peut-être la question à Monsieur Duquesnoy, est-ce que vous cautionnez, vous, Monsieur Duquesnoy, cette répartition? Et est-ce qu'on n'est pas là, peut-être, dans un système encore qui permet d'enrichir les copains et les copines? Voilà. Alors, Monsieur Clavé, vos propos commencent à être un peu vexant pour le travail qui est fait au quotidien dans ces structures. Et au lieu d'aller rechercher des documents, donc a priori vous ne lisez qu'une partie, vous devriez déjà lire le titre, parce que l'Office de tourisme n'est pas une association, mais un établissement public. Donc toute votre... Non, mais... Ouais, mais vous parlez de la subvention à l'Office de tourisme. Donc il faut bien être conscient de ce que vous évoquez. Et donc quand on parle d'un sujet, souvent on essaie de se documenter un minimum avant de raconter des grosses bêtises. Je ne peux pas aller plus loin. Je pense que le président vous a parfaitement répondu. Il ne faut pas tout confondre. Maintenant, si vous parlez d'associations telles que Portemine qui ont répondu à des projets, à un appel à projet pour la Sainte-Barbe, ce qu'elle nous proposait rentre complètement dans les critères. Et bien entendu, nous allons subventionner à hauteur de 4 000 euros maximum cette association Portemine au même titre que d'autres associations qui ont déposé des projets. Et c'est pour un montant à peu près... je ne l'ai plus en tête. D'ailleurs, je suis désolé, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me perturbe un peu que notre directrice ne soit pas là. Elle vous aurait expliqué véritablement tout cela. Ça, c'est la première chose. Et elle ne peut pas être là pour des problèmes. Mais si vous voulez, je peux vous dire que, puisque j'en ai fait une conférence de presse ce matin, pour la fête de la Sainte-Barbe que vous avez citée, hein, eh bien, c'est un budget de 560, c'est pas 500 000, c'est 570 000. Là, enfin, je vous l'annonce, hein, cette Sainte-Barbe de cette année. Je peux vous dire que ça se décompose, attendez, je termine, par la cale, plus 50 000 pour la participation. Je peux vous dire aussi que la région a mis plus 20 000 euros. Je peux vous dire que le département a mis plus 10 000 euros et qu'il y a une large partie de mécénat. Je ne vous donnerai pas le chiffre parce qu'il n'est pas arrêté à ce jour, puisque ce sont des vœux, si vous voulez, ils se concrétiseront, les participations des différentes entreprises, le moment venu. Voilà ce que je peux vous répondre. Maintenant, il a été proposé tout à l'heure, ou peut-être je ne l'ai pas proposé, que celle-ci, tout vous soit présenté, lors d'un prochain bureau. Enfin, je suis désolé, vous n'en faites pas partie. Qui puis-je ? Mais personnellement, vous pouvez me rencontrer. Attendez, je n'ai pas terminé, moi je ne vous coupe jamais. Et pourtant, j'en ai parfois bien envie. Mais si vous voulez vous me demander de me rencontrer, eh bien, je vous rencontrerai, bien entendu. Et pour clore le sujet, comme on en l'évoquait tout à l'heure, l'ensemble des budgets sont annexés, à chaque fois que vous avez une délibération, au dossier de commission. Bon, après, il faut venir en commission pour le savoir, mais logiquement, vous pouvez avoir toutes ces informations-là. Christian, tu as demandé la parole. C'était juste pour remercier Laurent de sa non-réponse sur la gratuité. Merci beaucoup. C'était pas vraiment une question non plus. Il a évoqué dans l'ensemble d'un sujet sur la mobilité. Mais je pense, Christian, pour te répondre, mais on a déjà répondu, et je pense que tu as quelques camarades qui suivent ce dossier. L'hypothèse de la gratuité, elle figure effectivement comme une hypothèse possible dans le cadre du futur cahier des charges de la future DSP. Et tu as déjà la réponse, donc c'est pas que c'est pas une non-réponse. Je te pensais avoir une meilleure mémoire que celle que tu as. Toujours un plaisir de t'entendre le répéter que ça fait partie de la prochaine DSP. Allez, Philippe, le mot de la fin, puis après on clôt ces 5 délibérations. J'ai vraiment
l'impression qu'il y a une fixation sur certaines associations. Je crois qu'avant de faire une fixation sur les associations, peut-être voudriez-vous regarder de plus près les résultats de cette même association. On prend acte que les délibérations... On prend acte... Vous avez une question sur les... Ah bah, allez-y. Bah, la fixation, en fait, je ne l'aurais pas eu si, il me semble-t-il, dès le premier conseil d'agglomération, M. Trony, me semble-t-il, n'était pas intervenu sur Portemine, et c'est lui-même qui a soulevé ce sujet. Donc, voyez-vous, ce sont vos propres élus, dans votre propre camp, qui ont, je crois, déjà mis le doigt sur quelque chose. À chaque fois, vous sortez les éléments d'un contexte et vous ne regardez jamais dans quelles conditions les questions sont posées et comment les opérations sont menées. Vous sortez un élément d'un contexte il y a 3 ans, et là, vous arrivez sur la Sainte-Barbe qui est le fonctionnement d'un EPIC en un peu, j'allais dire, positionnant l'EPIC comme une association et donc pas forcément dans la logique même de la structuration de cette structure. Donc, bon, voilà, on ne va pas tergiverser là-dessus. On prend acte que les documents ont été présentés. Derrière, l'ensemble des éléments sont portés à connaissance des membres de la commission pour pouvoir préparer les dossiers qui sont soumis à cette commission. Monsieur Duquesnoy, vous avez expliqué tout à l'heure que si vous voulez des détails, si vous avez le temps de les regarder, il est à votre disposition. Je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. À part beaucoup de mauvaise foi de votre côté, ça serait derrière logique de regarder aussi que l'ensemble des éléments peuvent être fournis et sont fournis dans le cadre de ces présentations, de ces documents et de ces rapports d'activité. Donc on prend acte que les rapports 25, 26, 27, 28, 29 ont été soumis à cette Assemblée. La délibération numéro 30, c'est Christian Pedowski qui reprend le micro. Oui, merci Président. Donc en fait, cette délibération vise à modifier notre représentation au sein du pôle métropolitain de l'Artois, à savoir M. Philippe Lagrange devenant titulaire et M. Alain Chabot devenant suppléant. Répartition des groupes, donc modification habituelle, pas de remarques. C'est adopté. Christian, la 31. Alors, ça concerne l'Office du tourisme et du patrimoine, SM Territoire 62, modification de la représentation de la communauté d'agglomération de Lanciévin. Cette délibération vise à modifier notre représentation, là encore, au sein de divers organismes, à savoir l'Office du tourisme et du patrimoine. Il est proposé la candidature de Madame Hélène Corr au sein du comité de direction. Et concernant la SEM Territoire 62, M. Yvon Lejeune devenant administrateur en lieu et place de M. Jean-Marie Alexandre. Même remarque. C'est adopté. Merci. La 32, Christian. Alors la 32, c'est la délibération qui vise à préciser le nombre fixé à 5 de représentants devant siéger au sein du comité social territorial et plus particulièrement axé sur la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. C'est adopté. On enchaîne. La 33. La 33, il s'agit ici, Monsieur le Président, de revaloriser notre participation financière à la protection sociale complémentaire, santé et prévoyance. Il est donc proposé de fixer le niveau de participation dans la limite de la cotisation versée par l'agent comme suit. Pour le risque santé par agent et par mois, pour les agents détenant un indice majoré inférieur ou égal à 457,30 €. Pour les agents détenant un indice majoré supérieur à 457,15 €. Pour le risque prévoyance par agent et par mois pour les catégories A, 10 €, B, 12,50 €, pardon, catégorie C, 15 €. Il est par ailleurs proposé de verser cette contribution mensuellement directement à l'agent et ce sur sa fiche de paie, au vu de la production des justificatifs nécessaires. Le prestataire devant être détenteur d'un label d'habilitation, le montant de la participation est plafonné au montant de la cotisation réellement versée. Merci beaucoup. Pas de remarques. C'est adopté. La 34, Christian. C'est une délibération qui vise à actualiser et régulariser divers postes dans nos services, à savoir au sein de la direction de nos services techniques un poste de chargé de mission, au sein de la direction Habitat et Renouvellement Urbain, un poste de technicien eau et assainissement au sein de la direction eau et réseau, au sein de la direction générale des services, un poste de coordinateur projet culturel au sein de la direction culture, tourisme, patrimoine et sport, et enfin, au sein de la direction coordination et mutualisation, un poste de gestionnaire administratif et financier. Merci. Pas de remarques. On continue, Christian.
Donc la 35, recrutement d'un chef de projet aménagement pour la direction aménagement ingénierie, maîtrise d'ouvrage et mobilité. Cette délibération vise donc à créer le poste de chef de projet aménagement pour la direction aménagement ingénierie, maîtrise d'ouvrage et mobilité. Merci. C'est adopté. La 36. La 36, c'est donc la création de deux postes permanents et ce à temps complet d'agents de capture d'animaux. Cette délibération vise à la création donc de deux postes d'agents de capture d'animaux, répondant ainsi à la volonté politique de mettre en régie la capture de chiens et chats au sein de notre fourrière. Merci beaucoup. Poste difficile à trouver aussi au sein de nos effectifs. Pas de remarques? Non, c'est adopté. La 37, donc on change de sujet. C'est Jean-Marie Alexandre. Eh bien, on est toujours dans les animaux. La 37, il s'agit d'adopter une délibération qui va permettre d'indemniser Monsieur Leclerc Sébastien, qui a une chèvrerie à Aix-Noulette. Nous avons déjà abordé à plusieurs reprises ce problème. Le risque pour nous, c'était 1 200 000 euros. La transaction à laquelle nous arrivons porte notre effort à 300 000 euros, avec l'accord évidemment de l'intéressé. Et c'est cette délibération qui vous permet, Monsieur le Président, si elle est adoptée, d'en finir avec ce sujet particulièrement difficile. Merci. Pas de remarques. C'est adopté. La 38, toujours Jean-Marie. Alors, la 38, c'est l'évolution du coefficient de la taxe sur les surfaces commerciales, des TASCOM. Donc, pour faire vite, puisque vous avez lu la délibération, disons qu'il s'agit pour nous de passer du coefficient de 1,10 au coefficient de 1,15 à compter de 2023. J'en profite d'ailleurs pour évoquer, puisque là il s'agit d'un impôt, une taxe que nous allons percevoir dans des conditions qui sont définies par la délibération elle-même, et j'en profite pour attirer l'attention de notre Assemblée sur les décisions gouvernementales visant à supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. C'est donc une nouvelle fois une décision qui est prise sans concertation avec les élus. Aucune des associations d'élus, que ce soit l'AMF, que ce soit l'Association des maires des grandes villes de France, que ce soit l'Association des maires des petites villes et villes moyennes, aucune n'a été consultée. La concertation est dans les propos, elle n'existe pas réellement. C'est une décision qui va nous priver d'une relation avec les professionnels qui s'installent sur notre territoire et qui va centraliser une nouvelle fois les décisions au niveau national, sans d'ailleurs compensation de l'État par rapport à cette fiscalité qui nous était dédiée et qui ne le sera plus. Bon, on nous dit évidemment ça sera compensé, mais nous savons ce que ça veut dire, puisque sur la taxe d'habitation, nous avons déjà une petite idée de ce qu'est la compensation de l'État. De la même façon d'ailleurs pour l'énergie, avec ce qui est accordé aux particuliers et qui ne l'est pas aux collectivités que nous sommes. Voilà, donc j'en ai profité pour, puisqu'on parlait de l'imposition, pour, disons, présenter ce qui est quelque part une motion. Merci beaucoup. C'est vrai que la perte d'autonomie des collectivités viendrait encore un peu plus et à l'opposé de l'esprit de la Constitution, des lois de décentralisation, mais on voit que ça se détricote un peu plus chaque jour à ce niveau-là. Donc sur la délibération numéro 38, y a-t-il des questions, des demandes de vote? Non. C'est adopté. Merci beaucoup. Donc la 39, toujours Jean-Marie. Alors la 39, il s'agit d'une mise à jour en réalité de notre décision de soutenir l'association Racing Club de Lens, puisque avec la période Covid et l'effort que nous avions consenti pour permettre à cette association de se développer, eh bien, n'a pas eu d'effet. Et par conséquent, nous avons rédigé un nouveau calendrier, un nouvel agenda financier les concernant, qui reprend en totalité les termes de ce qui avait été décidé précédemment
en allongeant la durée de remboursement et en l'actualisant, évidemment, puisque il y a eu 20 mois d'impossibilité d'exercer cette activité. Merci beaucoup. Pas de demande de vote. C'est adopté. Merci. La 40, toujours Jean-Marie. Alors, il s'agit des fameuses garanties d'emprunt. La 40, c'est pour Ablain-Saint-Nazaire et SIA Habitat. La 41, c'est toujours Ablain-Saint-Nazaire et SIA Habitat. Ensuite, nous allons passer à Grenay, SIA Habitat, construction de 2 logements temporaires, foyer Les Glycines. Nous aurons également garantie d'emprunt maison et cité à Meurchin, cité Fachauda pour 16 logements. Et enfin, à partir de là, nous sommes arrivés à la fin de ce que je voulais exprimer. Et enfin, c'est Philippe Lagrange qui doit prendre la suite. Voilà, donc est-ce que sur ces délibérations 40 à 44, il y a des questions particulières ou des demandes de vote? Monsieur Clavé? Oui, alors excusez-moi, monsieur Alexandre, je m'adresserai plutôt à monsieur le tocard, qui semble-t-il préfère faire des vidéos lors de soirées bien arrosées me concernant, et surtout pour dire de grosses bêtises. Alors évidemment, nous ne sommes pas contre le logement social, mais comme je l'ai dit, donc je le répète, mais apparemment vous avez du mal à l'imprimer, c'est que nous sommes contre ce fonctionnement qui fait que la CAL ou les agglomérations supportent ce risque financier. Alors vous n'y êtes pour rien, évidemment, et je pense d'ailleurs que vous seriez ravis de ne pas avoir supporté ce risque. C'est une vision qu'en tout cas que je porte, que je défends, que peut-être les députés du Rassemblement national défendront aussi, mais je crois que ce n'est pas à une agglo de supporter ce risque-là. Mais évidemment, nous sommes pour la construction de logements sociaux et que les habitants du territoire ne s'inquiètent pas et surtout arrêtent d'écouter les bêtises de monsieur le tocard, le bien nommé. Alors, monsieur Clavé, il faudra vous nous expliquer comment derrière on peut construire des logements sociaux et comment les banques prêtent l'argent nécessaire s'il n'y a pas quelqu'un à un moment qui se porte caution. Mais bon, a priori, vous avez des baguettes magiques. Mais franchement, encore une fois, une incongruité, c'est poli. Ouais, ça va le dire, on va laisser comme ça. Dans ce que vous évoquez ce soir par rapport à l'engagement, qui est l'engagement de la collectivité, qui, si vous aviez regardé un petit peu avant, était l'engagement des communes, qui a été porté et évolué au sein de notre instance pour aussi donner une cohérence sur l'ensemble du territoire. Voilà, donc si on n'est pas derrière aujourd'hui sur une logique d'aménagement et de pouvoir permettre à une population qui est éligible aux logements sociaux de trouver une solution en garantissant ses prêts, je ne pense pas que le niveau de développement, de rénovation et de construction soit aussi important sur l'agglomération. Maintenant, je laisse un droit de réponse aussi à Jean Le Tocard par rapport à la mise en cause que vous lui avez faite. Non, c'est Jean Le Tocard, je vous prie d'excuser, comme vous n'êtes pas du territoire, vous ne pouvez pas le savoir. Effectivement, je comprends que c'est quelque chose qui vous est étranger. Les vidéos que je fais, elles ne sont pas au cours de soirée arrosée. D'ailleurs, je ne vous demande pas les photos que vous avez faites si elles étaient au cours de soirée arrosée. Je comprends les blessures narcissiques qui vous abîment en ce moment. Parce que ça doit être compliqué à supporter pour vous. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous êtes déjà impoli, ne soyez pas en plus mal élevé. C'est pas parce que vous êtes habillé ce soir qu'il faut couper, monsieur Le Tocard. Ne soyez pas impoli, vous allez montrer à tout le monde l'étendue de vos capacités. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand on est en responsabilité. Alors, je comprends que ça vous est une notion qui vous est étrangère, puisqu'à part critiquer, vous ne savez rien faire. Lorsqu'on est en responsabilité, si demain nous refusons ces garanties d'emprunt, ce qui se passe, c'est que les gens que vous prétendez défendre et que vous enfoncez, ces gens-là, demain, aucun levier de construction de logement social ne pourra se faire. Vous pouvez l'agrémenter d'insultes, vous pouvez l'agrémenter de contre-vérités, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous pensez être de la verve et qui en réalité n'est que de l'insulte. En réalité, le résultat est là, c'est que si on vous écoute, demain, il n'y a plus de logement social pour les gens. Moi, je les reçois dans mes permanences. Effectivement, vous n'en faites pas, vous n'êtes pas en responsabilité. Je comprends les blessures narcissiques qui vous abîment, mais ça doit être difficile à supporter pour vous. Mais c'est ainsi fait que vous n'avez pas été élu, vous n'êtes pas en responsabilité, nous le sommes. Et comme nous le sommes, nous les prenons. Et nous les assumons. Monsieur Alexandre. Oui, je voulais simplement apporter quelques précisions, mais tout à fait modestement, de caractère technique. Un particulier qui veut emprunter, qui voulait emprunter pour acheter sa maison à crédit, et il doit
dans les années 50-60, il fallait qu'il y ait des garants, c'est-à-dire des personnes qui se portent caution pour l'intéressé, qui voulaient construire. Il y a eu ensuite des sociétés qui se sont constituées, dites des sociétés de caution mutuelle, qui ont permis de garantir la bonne fin d'un emprunt fait par un individu, sa famille, pour construire ou acheter son logement. Et ces sociétés de caution, elles peuvent être interbancaires, c'est le cas de Crédit Logement, ou être individuelles, c'est-à-dire une société qui est dédiée pour telle ou telle profession. Ça existe à la SNCF, ça existe chez les postiers, ça existe de manière générale chez certaines catégories de nos collègues. Et puis, il y a tous ceux qui ne font pas partie de ces systèmes et qui ne veulent pas acheter un bâtiment. Ils veulent être des locataires. Et il y a pour cela des sociétés qui sont des sociétés répondant aux textes régissant les habitations à loyer modéré. Et ces sociétés, dans leur statut, ont l'obligation, pour mener à bien leur programme de construction, d'obtenir, sinon elles ne seraient pas financées, c'est l'État d'ailleurs qui les oblige à faire cela, elles ont donc l'obligation de demander la caution, donc la garantie d'emprunt, soit des communes, soit du département, soit des intercommunalités, soit des trois. Ça dépend de l'importance des projets. Donc il s'agit, quelque part, on peut le regretter, on peut protester, mais il s'agit quelque part de faire en sorte de garantir à la fois la bonne fin d'une opération immobilière et de permettre à des gens qui ne choisissent pas d'acheter un bien, eh bien, de profiter de la location, parce que aujourd'hui la vie est ce qu'elle est. On a des enfants, autrefois ils suivaient les pas de leurs parents, le père était mineur, le grand-père était mineur, et le fils était mineur. Aujourd'hui, il n'y a plus la mine. Ça veut dire qu'on avait 1 million d'étudiants dans les années 80, on en a aujourd'hui 3 millions. Et ça veut dire que nos enfants, nos petits-enfants, iront demain dans une école à Caen, à Poitiers, à Marseille, ou je ne sais où. Et il faudra qu'ils se logent. Et si on veut qu'ils soient dans des logements sociaux, et non pas chez des marchands de sommeil, eh bien, il faut qu'il y ait des sociétés d'HLM qui mettent à disposition dans leur parc à la fois des studios, des appartements, des maisons. Et c'est de cela qu'il s'agit, simplement de cela. Monsieur Clavé, au-delà de la passion qui peut vous animer, sur ce sujet, très franchement, je pense que vous n'avez pas raison. Il y a une histoire, il faudrait la reprendre, et puis en terminer avec ce qui est quelque part un mauvais procès. C'est un système global qui a été mis en place il y a 50 ans, 60 ans, qu'on peut éventuellement réformer sur le plan législatif, mais tel qu'il existe aujourd'hui, si on veut construire du logement social, eh bien, on doit absolument en passer par là. Et uniquement, je le répète, pour des bailleurs qui sont des sociétés d'HLM et qui font partie de l'Union régionale des sociétés d'HLM. Christian, puis après M. Clavé. Oui, simplement pour dire à M. Clavé qu'on peut comprendre qu'il ne soit pas satisfait de la société telle qu'elle est organisée. Simplement, quand on vote en tant qu'élu, ça a un sens. Et que donc, si réellement il ne veut pas approuver ces garanties d'emprunt par les élus que nous sommes, il a le droit de ne pas participer au vote. Mais voter contre, c'est voter contre la possibilité enfin, ce que Jean-Marie a expliqué, ce que Jean a expliqué avant, c'est de voter contre le logement social, parce que si il n'y a pas ces garanties d'emprunt, il n'y aura pas de logement social. Donc si vraiment c'est quelque chose qui lui tient à cœur à ce point-là, de modifier la société et de faire qu'en effet, il n'y ait plus ces garanties d'emprunt, pour l'instant, tant qu'il ne l'a pas obtenu, qu'il refuse de voter, qu'il ne prenne pas part au vote, mais qu'il ne vote pas contre, parce que l'image qu'il donne aux habitants de ce territoire, c'est que oui, il vote contre la construction de logements sociaux.
Oui, alors je tiens à remercier Monsieur Alexandre. Pour une fois, nous avons pu avoir un échange cordial et je vous remercie en tout cas pour ces explications. Et ce que j'aimerais vraiment que vous puissiez comprendre, c'est que je ne m'attaque pas à vous. Je m'attaque vraiment à ce système-là qui fait peser le risque en fait sur notre agglomération. Donc j'entends évidemment vos arguments. Je ne suis pas totalement en désaccord, mais faire de la politique, c'est quoi? C'est aussi vouloir changer les choses, c'est pas subir les choses telles qu'elles sont. Donc, alors, certes, ce n'est pas nous qui allons changer ce système-là ici, mais je pense que, en tout cas, je reste cohérent avec la vision que je porte ou que ma famille politique peut porter, tout simplement. Et je crois, et je vais même rajouter quelque chose, Monsieur Trony, vous avez raison, ben, nous allons, ne prenons pas part au vote. Alors, Monsieur Trony, il est là devant, il n'a rien dit. C'est Monsieur Champiret qui a parlé, mais c'est pas grave, hein. On a un trombinoscope. Mais avant de passer au vote, il faut quand même admettre que la façon dont vous présentez les choses ne sont pas forcément les façons dont vous venez de l'évoquer avec tout le respect. Je pense que l'interpellation de Jean Létaucaire tout à l'heure n'était pas forcément la plus respectueuse que ce que vous avez fait. Allez, on passe au vote sur la 40 à 44, donc en vote groupé. Chaque vote étant repris pour les délibérations. Vote pour. Monsieur le Président, s'il vous plaît, juste au titre, en tant que représentante de la région Océan d'Épinay-Nord-Pas, je ne prendrai pas part au vote sur la 43 uniquement. D'accord, ça sera noté. Donc les votes pour sont enregistrés. C'est bon? Merci. Abstention? Il n'y en a pas. Donc vote contre? Il n'y en a pas non plus. Donc on notera les différentes participations ou non-participations à ces votes de délibération 40 à 44. La 45... Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Marie Alexandre, c'est Philippe Lagrange qui prend le relais. Ça devait être plus rapide après ce que Jean-Marie avait évoqué, mais voilà, on lui laisse le micro. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je vous propose de faire une synthèse sur les décisions modificatives numéro 1 2022 de la délibération 44 à 50. Donc, pour la délibération 44 au niveau du budget principal, la DM1 augmente de 0,9 millions d'euros. La masse annuelle budgétaire globale dont les principaux ajustements concernent en section de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement évoluant globalement de plus 1,5 million d'euros en raison principalement de l'augmentation des dépenses de collecte et de traitement des déchets, plus 0,9 millions d'euros, liées d'une part aux augmentations de tonnage et d'autre part à la révision des prix. Concernant les recettes réelles de fonctionnement, elles évoluent globalement de plus de 2,5 millions d'euros, en raison principalement de l'augmentation des produits de valorisation des déchets, plus 2 millions, suite à la hausse du prix de rachat du cours des matériaux, plastique, ferraille, etc. Il en résulte de l'ensemble des mouvements de la section en fonctionnement une amélioration de l'autofinancement de plus 1,2 million. Toujours sur le budget principal, concernant la section d'investissement, les crédits ouverts en dépenses réelles d'investissement hors dette diminuent globalement de 4,8 millions d'euros, dont 6,5 millions d'euros pour les opérations propres à la CAL et plus 1,7 million d'euros pour les opérations réalisées pour le compte des communes, en raison principalement du phasage des crédits en lien avec le calendrier de réalisation des travaux ou des acquisitions. Les crédits ouverts en recettes réelles d'investissement hors dette augmentent globalement de plus 1,8 million d'euros, essentiellement pour tenir compte de l'avancement des opérations réalisées pour le compte des communes, plus 1,7 million d'euros. Il est également proposé au vote du présent Conseil la création de 3 autorisations de programme dépenses et 3 autorisations de programme recettes, afin de tenir compte du démarrage des études dès 2022, 0,15 millions d'euros du programme ERBM pour 3 opérations sous mandat confié à la CAL, Lens Cité 4, Arnes-Bellevue et Saint-Angoël Cité 10. Le montant global de ces 3 conventions sous mandat dans le cadre de la requalification des espaces publics, des voiries et des réseaux divers s'élève à 30,8 millions d'euros. Il est financé à 70% maximum par le fonds ERBM de l'État, l'Agence de l'eau et autres organismes, soit un reste à charge pour les communes de 30%. En conséquence, l'ensemble des mouvements induits par les propositions de la DM1 du budget principal, le besoin d'emprunt est réduit de 7,3 millions d'euros, portant son niveau à 15,4 millions d'euros. Au niveau du budget action économique, la DM1 diminue de 1,2 million d'euros la masse budgétaire globale pour tenir compte des réalisations et de l'avancement de projets. Les principaux ajustements concernent la section de fonctionnement avec une diminution de 0,2 million d'euros des dépenses réelles, la section d'investissement avec une diminution de 1,2 million d'euros des dépenses réelles et une augmentation de 0,6 million des recettes. En conséquence, l'ensemble des mouvements induits par les propositions de la DM1 du budget action économique, le besoin d'emprunt est réduit de 1,4 million d'euros, portant son niveau à 6,7 millions d'euros. Concernant
développement numérique. Donc l'ajustement budgétaire principal concerne la section d'investissement afin de répondre à des travaux imprévus, remplacement d'équipements vétustes. Donc la section de fonctionnement s'équilibre à 1,6 million d'euros, soit 89% du budget, et la section d'investissement 0,4%, soit 19,1%. Sur les budgets assainissement et eau potable, toujours pour tenir compte des réalisations et l'avancement des opérations, la DM1 propose des réajustements à la baisse de la masse budgétaire globale, respectivement moins 0,9 millions d'euros et moins 0,2 millions d'euros. Il est également proposé au vote du présent Conseil la création d'une autorisation de programme dépenses pour chacun des deux budgets en vue du lancement de la consultation de maîtrise d'œuvre dans le cadre du nouveau programme de rénovation urbaine. Il s'agit de l'opération Lance-Cité 12-14 pour 0,4 millions d'euros et d'une autorisation de programme recettes sur le budget assainissement dans le cadre du programme ERBM suite à la notification du Fonds du financement de l'État. Il s'agit de l'opération Liévin Cité des Jeunettes dont le montant accordé est de 1,6 million d'euros, soit 70% du coût prévisionnel. En conséquence, l'ensemble des mouvements induits par les propositions de l'ADM 1 de ces deux budgets, le besoin d'emprunt est réduit de 1,2 million d'euros pour le budget assainissement, portant son niveau à 5,6 millions d'euros. Et pour ce qui est du budget eau potable, le besoin devient nul. Sur le budget crématorium, suite au rapport d'investissement prévu au budget primitif de l'ADM1, propose un réajustement à la baisse de 46,5 millions d'euros, diminuant le niveau du besoin d'emprunt de 1 million. Et ce qui concerne la dépense numéro 50, il s'agit juste de faire des réajustements sur la section de fonctionnement avec des virements entre chapitres, dépenses imprévues moins 2 000 euros et les mouvements réels plus 2 000 euros abondés par les chapitres budgétaires 0, 65 et 67. Voilà. Merci beaucoup Philippe. C'est l'ensemble des mouvements, c'est un peu classique, mais on a l'habitude de les passer à ce moment-ci pour voir aussi ajuster nos budgets en fonction de la réalité des évolutions qu'on constate et dont on a à se préoccuper d'ici la fin de l'année. Y a-t-il des remarques, des questions particulières sur ces délibérations? Donc tout à l'heure, j'ai pas la bonne numérotation. Donc on a adopté jusqu'à la 43 et donc de 44 à 50. C'est ça, ouais. Voilà, à 51, pardon. 50. 50, ouais. 51, c'est après. 51, c'est après, ouais, c'est sur les APCP. Ouais. Pas de remarques, pas de demande de vote. Une demande de vote. Alors on fait un vote groupé donc sur la 44 à la 50. Vote pour. Merci. Abstention. Pas. Vote contre. Ça fait 2. La délibération, donc, 51, donc toujours Philippe Lagrange. Oui, donc la 51, c'est un ajustement et des votes des autorisations de programme, engagement de crédit et de paiement à PCP à la décision modificative 01-2022. Donc, considérant au vu des éléments exposés, il convient de procéder à une révision des APEAE et de leur CP pour un meilleur suivi de la programmation des engagements. Et ça a reçu un avis favorable de la commission chargée des ressources et des moyens du 12/9/2022. Donc, décide de voter la création de 5 nouvelles AP et de voter la création de 5 AP dépenses et de 4 nouvelles AP recettes. Vous avez le détail dans la délibération. Donc, il concerne de voter les ajustements d'un montant global de 31 APAE de dépenses telles que présentées en annexe 1 de la présente délibération pour un montant de 3 441 083 euros. De voter les ajustements du montant global des 3 AP de recettes tels que présentés en annexe 2 de la présente délibération pour un montant de 3 678 851 et d'approuver les ajustements de crédit de paiement des AP compte tenu du rythme de la réalisation et sans modification du montant total de l'AP. Merci beaucoup. Y a-t-il des remarques, des demandes de vote? Non, c'est adopté. Avant de passer à la délibération, enfin, le rapport suivant qui prend acte du contrat de ville, je voudrais juste vous faire un petit aparté parce que vous avez eu quand même pas mal de délibérations financières et c'est aussi l'occasion de souligner le travail des équipes et en particulier de la directrice financière qui va rejoindre d'autres cieux prochainement. Donc, la remercier pour son engagement parce que ça a été aussi une bonne partie de son travail avec ses équipes et donc c'est l'occasion à la fois de lui témoigner peut-être notre peine de la voir partir, mais en même temps la satisfaction de nous avoir accompagnés, pouvoir avoir ces résultats-là et cet engagement-là avec les étapes qu'on a pu passer depuis le début de mandat. Et puis de faire un petit clin d'œil, parce que c'est souvent dans le fond de la salle que les choses se passent. Mais donc vous avez des personnes qui arrivent, vous avez un nouveau directeur juridique qui arrive, M. Surel, qui est au fond de la salle. Et puis une personne que vous avez pour les plus anciens l'habitude de voir depuis longtemps, je ne vais pas dire que ça va être la doyenne de l'Assemblée, mais qui va rejoindre un autre club fermé des retraités de la CAL. Et donc c'est aussi l'occasion de souligner l'engagement de nos équipes et puis voilà, de lui souhaiter à Maryse une bonne retraite.
pour la suite et que si elle s'ennuie quelques soirées, elle pourra venir dire bonjour au sein de l'agglomération. Donc merci à l'ensemble des équipes qui se mobilisent parce que si on passe dans ce conseil-là, si on peut passer et travailler sur ces sujets, c'est aussi parce qu'on a des équipes mobilisées. Donc j'ai cité tout à l'heure celles et ceux qui se sont mobilisés pour le numérique en commun, mais l'ensemble des délibérations, c'est un travail de fond. Donc c'est aussi l'occasion de souligner l'engagement des agents de la collectivité. On décrit souvent les fonctionnaires, on décrit la fonction publique, mais si on est là aujourd'hui et si on peut faire avancer les dossiers, c'est parce qu'on a des équipes à nos côtés. Seuls, on n'y arriverait pas. Donc merci à elles et à eux de nous rejoindre, de nous avoir accompagnés et de pouvoir avoir fait ce bout de chemin ensemble. Donc on prend acte que la délibération, donc le rapport vous a été présenté sur le contrat de ville, et on passe donc aux motions. Donc Alain Bavet sur la première motion qui vous est présentée ce soir. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'une motion contre le projet de création d'une installation de stockage de déchets dangereux à R5-Oupigny. Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Tel est l'objectif phare que la communauté d'agglomération s'est fixé, et d'être un territoire exemplaire en matière de traitement et de valorisation des déchets. Les enjeux de cette volonté résident notamment dans le fait que nous faisons face à la raréfaction et le renchérissement des ressources naturelles, aux enjeux environnementaux et sanitaires, ainsi qu'au coût élevé de la gestion des déchets. Il est donc essentiel de réduire la quantité de déchets produites. Or, un projet de création d'une installation de stockage de déchets dangereux actuellement en cours, initié par le groupe Suez sur le site de la commune d'Ersin-Coupigny, où l'entreprise exploite déjà une unité de stockage de déchets non dangereux et une unité de tri, viendrait à contrario de cet objectif. Ce n'est pas acceptable en soi. Le projet consiste en une unité de stockage de déchets dangereux ultimes de composition minérale issue de la décontamination des constructions et des différentes voies du réseau routier, de la dépollution des effluents industriels liquides et gazeux, de la valorisation énergétique, de la décontamination des sols et de la résorption des sites et sols pollués. Sa capacité totale de stockage sera de 2 300 000 m3, dont une capacité de stockage annuelle de 100 000 tonnes. Sa durée d'exploitation est fixée à 20 à 25 ans sur un terrain d'une emprise totale de 22 hectares, dont 11 dédiés au stockage. À l'heure où la concertation préalable s'ouvre sur ce projet, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, les élus du groupe socialiste Verts et apparentés, du groupe républicain et du groupe communiste et républicain expriment leur vive opposition à cette installation au regard des vives inquiétudes que cette dernière génère auprès des habitants, mais également sur le plan environnemental. Considérant que ce projet présente de multiples risques de pollution des sols et sous-sols de l'air, d'accidents de contamination de l'eau, mais aussi des risques pour la santé publique des populations environnantes. Considérant que notre territoire ne peut être relégué au rang de décharge de la région Hauts-de-France, ni pour les autres régions françaises, la zone de chalandise envisagée dépassant largement les limites de l'agglomération et de la région. Considérant que ce projet bouleversera considérablement le cadre de vie de ce secteur qui accueille notamment le parc départemental de l'Ain, véritable poumon vert, et exposera les populations environnantes à des risques majeurs sur le plan environnemental et sanitaire en raison d'un stockage de l'ordre de 100 000 tonnes par an de déchets dangereux. Considérant qu'une telle implantation viendrait porter préjudice à l'image d'un territoire qui a fait du zéro déchet une priorité et dont les investissements effectués en la matière sont considérables, considérant qu'il est de notre responsabilité de protéger la population et les générations futures face au risque d'épandage des effluents ou de ruissellement des liquides, le président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, les élus du groupe socialiste Verts et apparentés, du groupe républicain et du groupe communiste et républicain réaffirment avec force le rejet d'un tel projet et invitent l'État à ne pas accorder les différentes autorisations administratives. Voilà, Monsieur le Président, ce qui est de la motion. Je voudrais rajouter également, puisque c'est effectivement un secteur qui touche plus large que la communauté d'agglomération, avec notamment la communauté d'agglomération de Béthune-Bruère, Wallis-Romane, qui a déjà voté une motion à peu près dans les mêmes termes. Et je peux dire aussi que lors de son dernier comité syndical, le pôle métropolitain de l'Artois a voté également une motion allant dans ce sens, et que dès aujourd'hui, elle a été versée sur la plateforme de la concertation. Et on fera de même. Vas-y. Alors, mes chers collègues, la création d'une installation de stockage des déchets dangereux sur notre département est particulièrement préoccupante.
L'histoire économique et industrielle de notre patrimoine nous rappelle que la population a déjà beaucoup souffert. Elle en porte toujours les stigmates. Nous en avons encore la preuve aujourd'hui avec les résultats de la campagne de dépistage du saturnisme menée par l'ARS autour du site Métal Europe. L'étude rapporte que 7 enfants sont atteints de saturnisme et 61 sont au-dessus du seuil de vigilance. Une récente étude de France Stratégie fait-elle la démonstration du lien entre les inégalités environnementales et les inégalités sociales. En effet, les sols de la région Hauts-de-France semblent particulièrement pollués. Sur 9% de ces communes, ce qui représente 51% de la population de la région. De cette étude ressort également un lien entre le taux de pauvreté et l'exposition à la pollution des sols et de l'air. Sur la région, le taux moyen de pauvreté atteint 18% dans les communes les moins exposées et 26% dans les communes où l'indice des expositions est maximal. Nous connaissons également la situation sanitaire et les difficultés d'accès aux soins que rencontrent les habitants et les répercussions sur leur santé. On peut y ajouter la déconstruction organisée du service hospitalier, comme ici à Lens. Cette situation, nous la connaissons. D'ailleurs, notre collègue Jean Létocard nous en fait part régulièrement au sein de cette instance, ainsi que notre sénatrice Katia Poursopoli au Sénat. Notre territoire doit déjà relever beaucoup de défis pour convertir les anciens sites industriels et améliorer le niveau de vie en bonne santé de la population. Nos urgences sont nombreuses et nous ne pouvons prendre en charge un niveau de risque qui pourrait mettre à mal, dans un avenir plus ou moins proche, tous nos efforts. Il est primordial de reconstruire un tissu industriel pour produire ici ce que nous avons besoin et ainsi assurer un emploi pour chacun, un tissu industriel allant de la recherche au développement à la gestion des déchets industriels, mais le tout dans le respect des hommes et de la planète et dans la concertation avec les acteurs des territoires, c'est-à-dire les industriels, salariés, syndicats, élus et citoyens. Bien sûr, nous ne pouvons que saluer la mobilisation des habitants et des élus proches du site contre ce projet. Ok, merci beaucoup. Yves. Oui, je suis très sensible pour nous aussi, parce que sur l'année, on est concerné quand même. Alors c'est pour une année 87 000 mètres cubes de déchets qui traînent toujours depuis des années et des années. Et le problème, c'est lorsque ces déchets sont là, qu'ils soient nuisibles ou pas, eh bien, on s'aperçoit que leur retrait n'est pas immédiat. Allez, on vote la motion. Vote pour. Merci. Abstention. Il n'y en a pas. Vote contre. Donc, comme l'a fait le pôle métropolitain, on versera aussi cette motion votée au sein de l'Assemblée communautaire pour, on espère, peser sur la décision finale. C'est Bruno Troni qui rapporte la dernière motion. Merci, Président. Oui, il s'agit d'une motion sur l'envolée des coûts de l'énergie et donc des conséquences directes sur nos collectivités et nos populations. Je rappelle juste en quelques mots que la guerre en Ukraine témoigne de notre extrême dépendance énergétique vis-à-vis des pays étrangers et qui plonge aujourd'hui donc nos collectivités dans une situation sans précédent. Intercommunalité de France estime que pour les trois quarts des intercommunalités, la facture a doublé, voire triplé et même quadruplé pour certaines. Déjà, certaines communes, malheureusement, ont procédé à la fermeture d'équipements publics et nos populations pourraient ainsi pâtir également des restrictions qui toucheront ces mêmes services publics. Cette situation est d'autant plus inadmissible que notre rôle est de les développer, de les améliorer et non l'inverse. Nous trouvons inadmissibles également les propos du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et je le cite, « Il est bon vis-à-vis du contribuable de s'assurer du sens des responsabilités des collectivités locales », a-t-il récemment déclaré, s'estimant certainement apte à discerner les mauvais élèves des bons qui seuls pourraient obtenir l'aide de l'État. Le sens des responsabilités, nous l'avons eu lorsqu'il s'est agi de combler les défaillances de l'État lors de la crise sanitaire. Nous l'avons encore et toujours lorsqu'il nous faut tenter de réparer les dégâts provoqués par des réformes qui, au fil des décennies, ont saccagé les services publics. Les responsabilités, c'est ce qui nous amène surtout à interpeller l'État. Nous considérons donc qu'il n'est pas tolérable de faire peser doublement l'envolée des prix de l'énergie sur nos populations. Nous considérons que nos collectivités sont pleinement actrices dans la lutte contre le réchauffement climatique
et que de nombreuses actions ont été et sont menées, parmi lesquelles, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments et de certaines cités minières dans le cadre de l'ERBM. Nous considérons enfin que les finances de nos collectivités ne pourront supporter cette crise sans mettre en danger leurs futurs projets, ce qui aurait notamment un impact négatif sur leur politique environnementale et serait également dramatique pour le développement économique des territoires. Le président donc de la communauté d'agglomération de Lens-les-Vins, les élus du groupe socialiste Verts et Apparentés, du groupe républicain et du groupe communiste et républicain demandent donc à ce qu'un bouclier tarifaire sur l'énergie soit appliqué à toutes les collectivités territoriales et que toutes les collectivités puissent accéder aux tarifs réglementés. Merci beaucoup. Jean? Oui, très rapidement, cette motion est intéressante parce qu'elle défend les deux idées. C'est qu'effectivement, il faut un bouclier tarifaire parce que les collectivités et les mairies sont particulièrement concernées parce qu'on a plus d'équipements publics que la communauté d'agglo. Ceci dit, on n'est pas épargné ici. Et si on ajoute à ça la couche du pacte de Cahors qui nous reviendrait comme un boomerang, les 0,5% d'augmentation budgétaire qui seraient contraintes dans le pacte Cahors seraient déjà largement dépassées rien qu'avec l'augmentation des dépenses de chauffage. C'est pour une commune, si on répercutait directement la facture d'énergie de la commune sur la population, ça serait une envolée de la taxe d'habitation qui serait, pour ceux qui en payent encore, et de la taxe foncière pour tout le monde, qui serait effectivement insupportable pour les familles, parce que ça dépasserait de 10-15% l'augmentation nécessaire, rien que pour combler quelque chose sur une décision que nous n'avons pas prise. On n'a pas décidé de chauffer plus, on a tous fait des efforts, on nous dit qu'il faut mettre 19 degrés, mais en réalité, ça fait bien longtemps qu'ils sont là. Il y a même des familles qui ne se chauffent plus depuis bien longtemps. Et je peux vous dire au travail que les intoxications monoxyde de carbone à cause des gens qui se chauffent à coups de palettes dans des barbecues posés dans la cuisine, c'est quelque chose qui augmente et qui inquiète les SDIS et les CODIS. Et pourtant, l'argent est là. 2,62 milliards. Ça, c'est rien que les profits reversés aux actionnaires par Total. 2,62 milliards, allez, je vous la fais quand même, parce que si je ne le fais pas sur un conseil, vous allez dire, Jean, il est devenu fou, il n'aime plus l'hôpital. C'est 9 hôpitaux de Lens. 9 hôpitaux de Lens, rien que de profits versés aux actionnaires. Cet argent-là, nous, on veut le récupérer parce qu'on veut accéder aux tarifs réglementés, comme tout à chacun pourrait le faire, et comme on n'aurait jamais dû abandonner, parce que derrière la crise ukrainienne, il y a évidemment la question des profits, et excusez-nous, mais nous, c'est quelque chose, c'est une bataille qu'on mène depuis longtemps, c'est comment aller rechercher l'argent à ces actionnaires qui pillent, qui volent, et pendant qu'on fait ça, pendant qu'on vole cet argent aux gens qui vont faire le plein à la station essence, il y a des drames qui se jouent, c'est le drame de l'abandon des services publics, c'est les drames qui arrivent dans les familles, des gens qui ne peuvent plus se chauffer et plus se nourrir. Bref, une fois qu'on a dit ça, il faut organiser un plan de bataille. Le député Jean-Marc Tellier organise le 3 octobre une réunion de préparation avec les maires par rapport au projet de loi de finances pour commencer à organiser, avec les communes qui seraient volontaires, une mobilisation dans le cadre de la préparation de la loi de finances. Et deuxièmement, il y a ici 20 maires qui ont pris des arrêtés pour protéger notre population des coupures d'électricité, parce qu'au-delà de ce que vivent les collectivités, évidemment, il y a ce que vivent nos populations. Cet arrêté, il faut qu'on le fasse vivre, parce que malgré la prise de l'arrêté, certains fournisseurs d'énergie qui ne vivent que par plateforme sont sans scrupules et continuent de couper l'énergie. Et on se retrouve avec des situations extrêmement délicates, avec des familles qui ne peuvent même plus laver à l'eau chaude leurs enfants. Donc il y a une deuxième réunion qui est prévue pour ces personnes-là le 12 octobre. Et j'invite les maires qui veulent se joindre à cette réunion, même s'ils n'ont pas pris l'arrêté, à venir nous y rejoindre pour continuer cette bataille tous ensemble. Allez, on met la motion au vote. Vote pour. Merci. Abstention. Il n'y en a pas. Vote contre. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On espère que ça sera suivi des faits au niveau de l'État. Bonne soirée.